passagers donc c'est bien ça. Agadir, exactement, où il va présenter Na Joharan Hiss, bien sûr, une femme d'exception, café littéraire, réalisation encore une fois d'un film documentaire sur lequel nous reviendrons également, mais également les actes du café littéraire très bientôt et racontard. Montagnard. Alors voilà, parce qu'on se raconte des choses jusqu'au bout de la nuit. Merci beaucoup d'être avec nous, Malek Amerouche. Merci Karim. Alors, plein de choses à se dire. N'oubliez pas, question-réaction, cultureclub@entv.dz. Rebonsoir Saliha Mekrez. Bonsoir Karim. Alors, on parlait de cet enfant terrible de la littérature algérienne. En quoi Assia Jebbar vous parle-t-elle encore aujourd'hui? Parce qu'Assia, c'est mon modèle aussi. Oui. Assia, elle appartient aussi à la génération. Ma mère, c'est une génération extraordinaire. C'est une génération qui battante, qui a lutté. Assia Jebbar aussi, c'est la littérature, la poésie. Donc, j'étais une assoiffée de la littérature et j'ai presque tout lu de Assia Jebbar.
Quel est l'ouvrage qui vous parle le plus, ou du moins qui vous ressemble le plus, hein? Je vais dire que le premier ouvrage, c'était La Soif. Tout à fait. La Soif, peut-être parce qu'elle était l'adolescente. Bon, c'est un livre que j'ai lu il y a fort longtemps, mais qui m'a toujours, on va dire, accompagnée dans mon fil d'écriture. Je l'ai toujours, on va dire, c'est comme une reine, c'est la Ténina, je le dis bien dans la poésie, c'est la reine de la littérature. Oui. Et elle est algérienne, elle est mienne. Elle a porté la voix de l'Algérie. Tout à fait, elle est mienne, c'est ce que je dis. C'est fou, mais j'ai été comme ça tout le temps, en silence. Il y a aussi Loin de Médine. Loin de Médine. Mais où elle restitue la voix à toutes ces femmes qui accompagnaient le prophète. Ouais. Voilà. Et donc c'est cette image extraordinaire d'un homme, et à travers cet homme aussi qui est son père, qui elle est Fatma Zahra. C'était on va dire pas une ambiguïté, parce que quelque part dans Assia on se lit. Donc il y a quelque part une part de soi. Donc j'avais toujours l'impression à travers les lignes, à travers l'écriture d'Assia Djebar, il y avait une part de moi, une part de... Mais on le retrouve justement parce que vous revenez toujours sur la terre de votre enfance, les terres de votre naissance, c'est bien sûr Cherchel. Je vais dire c'est la terre de l'enfance, parce que j'ai écrit sur le Mont Chenois. Tout à fait. J'ai écrit sur le Mont Chenois. Et vous revenez encore. Hein, je reviens. Voilà, dans votre Mais je voudrais dire, juste pas corriger, parce que on va dire qu'est-ce que c'est le Mont Chenois, qu'est-ce que c'est Tipaza, qu'est-ce que c'est l'Algérie. Mais je suis algéroise. Mon nom d'auteur est Imekraz, qui est le nom de mon époux. Ouais. Et je suis une Borahla, je suis une algéroise. Vous le revendiquez. Et je le revendique, oui. Mais j'adore ce nom. Donc beaucoup m'ont dit, pourquoi tu écris sur le nom de ton mari, pourquoi tu n'écris pas Borahla? Mais je dis, c'est peut-être parce que dans Imekraz, il y a le laboureur, il y a la terre. Et ça, c'est cette façonnée. Et j'ai ce côté, on va dire, qui écrit, même dans la peinture. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à la plume, ouais. Donc j'entends ce crépitement quand j'écris. J'écris beaucoup l'arbre, je peins l'arbre. Mais vous dialoguez donc justement avec les éléments de la première, la dernière page, je le rappelle encore une fois, Parole intérieure aux éditions Parole intérieure, même dans Tella, le premier ouvrage, il a 22 ans. C'est un vieux livre. Merci de nous le rappeler. Oui. Parce que vous étiez sur ce même plateau il y a des années de cela pour en parler. Donc, justement. Donc où j'évoque toute cette merveilleuse montagne qui est aussi toute cette décennie. Il y a une part de l'histoire qui est contée, on va dire, d'une manière, on va dire, sereine. Mais quelque part, au fond de moi, il y a une colère, bien sûr. Ouais. Je ne peux pas ne pas être, on va dire, révoltée. Mais je ne suis pas une personne qui se révolte, on va dire... C'est une écriture toute en intériorité. Tout à fait. Mais, voilà. Mais est-ce que je me tromperais en disant, donc je le rappelle encore une fois, Saliha Imekraz, de tous vos écrits, j'ai l'impression que c'est l'ouvrage le plus intime. Parole intérieure? Oui. Oui, oui. Oui, oui. On va dire que ce n'est pas fait exprès. Mais j'ai l'impression que peut-être que cet ouvrage m'a permis de... C'est une auto-analyse de tout ce que... Oui, oui. Ouais. Mais je pense que c'est un cheminement aussi, Karim. C'est un cheminement. Donc j'arrive, on va dire, à dire les choses que je tais. Mais je suis aussi une personne pudique, on va dire, pas dans le sens, on va dire, mais par rapport à la foule, par rapport aussi à l'écriture. Cherchel, toujours et encore, vous écrivez à la page 62, le vent de Tipaza, Cherchel fouille dans les lentisques et s'émerveille. Il sème dans les vagues les pures senteurs du pays des ancêtres. Ces ancêtres et cette histoire et cette mémoire, vous l'avez toujours questionné. Hein, oui, c'est hein. exactement mes ancêtres. Oui. Je suis un marabout de Al Sidi Muhammad, voilà. Donc tous, c'est... Oui, Ma'amariya. Je suis, en fait, c'est peut-être ça aussi qui est très très fort. Donc je revendique mes aïeux. Et toute cette écriture, toute cette quête, c'est aussi vers aussi... mes aïeux, j'ai toujours l'impression que je leur dois. Qu'est-ce qui vous a fait dialoguer avec Yamile Rebalou?
avec Yamile, je pense qu'on est quelque part sœurs dans l'écriture. Sœurs d'encre. Sœurs d'encre, oui, oui. Mais oui. Même spirituellement, je pense qu'il y a quelque chose qui nous... il y a une communion dans nos plumes, attention. Hein. Donc vraiment, je pense qu'il y a cette façon aussi d'aborder les choses, les éléments. Je pense qu'on les perçoit, bon, chacune à sa manière. Et je pense que de par mon itinéraire graphique, écriture, peinture, musique, comme je suis aussi professeur de musique, ouais. donc c'est très Vous êtes pluriel. Hein. Oui, donc ouais. C'est très dans une écriture sonore aussi. Mais dans Yamile, c'est un choix. On avait vraiment souhaité écrire à deux plumes. Je dis à quatre mains, bon. Exactement moi, ça. J'écris beaucoup à la Je le rappelle, Parole intérieure, Yamile Urbalou, Saleha Emekraz, c'est aux éditions ANEP. On le disait justement dans le préambule de l'émission, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de fêlures également dans vos écrits. Hein. Saleha Emekraz, quand vous écrivez, c'est presque le journal intime d'une femme qui se délivre à travers toute cette poésie de la première à la dernière page. Et c'est comme un journal de bord. Par exemple, vous dites, c'était en septembre 2015, vous écrivez « Te souviens-tu, ces vagues hors d'haleine, chargées de souffle iodé, surgissant du gouffre marin, déversant leur bavrage jusqu'à l'étendue punique. Tipaza se réveille alors de l'astre or, déversant sa joaillerie cristalline sur les nécropoles effritées. Tu ne cessais d'épier le glauque horizon bleu, en quête d'épave, spectre titanique, sillonnant les voiles obscures. Te souviens-tu, ce matin de rosée saline, sur l'autre rive voisine, des vagues ahuries déposant le frêle corps d'Aylan Kurdi. » Oui, c'est un cri de mer aussi. Ouais. C'est un cri de mer parce que c'est ahurissant. J'ai été outrée, blessée. La misère humaine, la violence, les guerres. C'est une violence qui ont conduit, gratuite on nous a craché cette violence à la télévision. C'est comme si on nous a frappés. Voilà, je l'ai reçu comme ça. Et j'ai pleuré, en fait, dans ce... On le sent. Hein. Voilà, c'est très douloureux. C'est très douloureux. D'autant plus que c'est la mer qui vomit, c'est la mer. Donc j'ai un dialogue avec les vagues que j'adore. On revient au dialogue avec les éléments. Avec les éléments, voilà. Ouais. C'est un dialogue constant. Donc je me dis, mon Dieu, ces vagues me ressentent parce qu'elles ont eu pitié de ce frêle corps et elles le rejettent. Il y a une révolte, même la nature est révoltée. Voilà. Sous la terre gît le pourpre, l'agonie de l'âme, Palmyre dans son linceul, de sable devient martyr. Oui. Ça c'est Haleb aussi, c'est la Syrie. Oui. C'est terrible ce qui se passait. Donc, comme j'habite aussi une région antique aussi, Tipaza, la romaine, et donc je ne pouvais pas supporter cet acte sanguinaire sur toute cette histoire antique magnifique, qui est aussi la nôtre. Voilà. Il y a ce dialogue entre la vie et la mort, entre la violence et la sérénité. La poésie vous a réellement permis aujourd'hui d'entrevoir une porte de sortie, en fin de compte, un apaisement. Je pense, Karim, je suis quelqu'un qui a toujours écrit. Je vous montrerai un jour tous mes balbutiements à 12-13 ans. Donc, j'ai toujours écrit. Je suis quelqu'un qui a toujours tenu un journal. Donc, j'écris. C'est ce que je vous disais, j'ai l'impression de feuilleter je ne parle pas beaucoup, votre intimité. Voilà. Je suis quelqu'un qui, en fait, je suis quand même dans l'éducation. J'ai été dans l'éducation. J'étais dans un monde, on va dire, beaucoup plus, on va dire, dans le monde des enfants. J'ai beaucoup travaillé aussi avec les enfants, dans le domaine scolaire et thérapeutique aussi, mais j'ai toujours aimé traduire l'émotion à l'encre. Je trouve que c'est la plus belle des paroles, écrire. Noce poétique, j'ai l'impression de lire cela quand vous écrivez, couronné de basilic, pieds nus, immaculé de henné, de khelkhel, d'or et d'argent, enchaîné, l'infante embrasse le mirage.
Oui. C'est tellement beau et c'est tellement profond. Hein. Ça, c'est un peu la tradition. C'est la tradition, cet enchaînement. Tout à fait. Je pense qu'il est très fort, je l'aime beaucoup. Je l'ai écrit. Mais on a une double lecture également à travers cet enchaînement du khalkhal, de cette femme enchaînée aux traditions. En fait, moi, tout ce qui est anneau, on va dire, c'est quelque chose aussi qui nous enchaîne, bien que c'est très beau, un khalkhal sur la cheville d'une femme. Mais mon Dieu, c'est être enchaîné en or et en argent. Mais c'est cette quête de liberté. Vaste est ma prison, j'ai l'impression de relire encore une fois Sia Djebbar. Oui, tout à fait. Je pense que je l'ai fait de par on va dire, un vécu avec les autres, un vécu avec... Donc c'est un peu un constat. Voilà, c'est toujours un questionnement perpétuel. Mais il y a toujours cette lumière qui se dessine dans votre... Donc lumière et espoir, j'imagine, hein, lorsque vous écrivez « Mystique de où que j'aille, je porte ma lucarne, où demeure ma lumière ». Ah oui, c'est cette quête de la lumière, du bonheur. Pour moi, cette quête de lumière, c'est aussi la quête du bonheur. Et elle existe. Mais à travers tout ce monde secoué par une violence terrible, ces guerres, ces conflits, ces maladies, vous arrivez quand même à entrevoir cette lumière et cet apaisement et cet espoir. Je la trouve, oui, dans l'écriture. Je la trouve aussi dans la méditation. Bon, c'est certes qu'il y a aussi une sorte de méditation d'un parole intérieure. Hein, Les lumières, toujours et encore, quand vous écrivez, je vois dans vos regards des lumières nouvelles, je vois dans vos mains des gestes d'ouverture, je bois à vos paroles des mots de jeunesse. Ô vous qui venez, ils peuvent bien dire que rien ne les remplace, vous êtes les hôtes de demain et ferez de ce mot un soleil fécond et familier. Malgré tout ça. Oui. Note d'espoir, toujours. Oui, toujours de l'espoir. Ouais. Bah, la lumière, c'est aussi le soleil. Donc c'est cette quête de toujours aller de l'avant et de toujours mendier quelque part, parce que c'est quelque part j'ai l'impression de courir intérieurement. Et cette quête, moi, de la lumière, je sais qu'elle existe. Mais il y a également c'est du moins comme ça que je l'ai perçu, je le rappelle encore une fois, Saleha Mekrez dans Parole intérieure, c'est aux éditions donc Annette, cet exil intérieur, mais terrible, hein, on revient à ces fêlures et à ces blessures qui vous habitent et noircissent ces pages. Hein. L'exil, c'est je l'ai vécu, Karim, mais je ne l'ai pas vécu, on va dire... Non, mais il y a l'exil géographique, il y a aussi pire que ça, l'exil intérieur. C'est aussi l'absence des êtres chers, aussi. La disparition et l'arrachement. Et là, voilà, il y a ça aussi. Et puis, loin de la terre aimée, qui est aussi la terre nourricière. Donc, je l'ai aussi vécu. Donc, je pense que je l'ai... Où que j'aille, non. C'est une poésie où je parle vraiment de l'exil. Voilà. Le temps que vous retrouviez votre page, je vais parler de Narcisse. Hein. Quand vous dites sublime Narcisse, telle une myriade d'étoiles, immaculée d'or, ce matin frileux, ton réveil souffle, les fluves musqués, sensuels, tu réchauffes l'hiver. Il y a un côté sensuel que vous ne déclarez pas. Hein. Mais c'est tellement beau, Narcisse, c'est magnifique. Mais je vous assure que cette poésie, je l'ai écrite au jardin. Le narcisse qui pousse, c'est exactement... comme je l'ai écrit, mais ce narcisse aussi, dévoile une sensualité qui est mienne, je l'avoue. Il y a des dates et jamais d'horaire, même si vous écrivez entre la nuit et le jour. Hein. Oui. L'espoir et le désespoir, la vie et la mort, la douceur et la violence. Tout ça, comment dire, dialogue. Le dialogue. Je pense, Karim, je n'aime pas beaucoup, on va dire, les heures. Je suis peut-être quelqu'un qui va, je ne vais pas dire lentement, mais je vais à un rythme, parce que l'écriture, la peinture, la musique, la lecture, donc ont besoin aussi de prendre, j'ai toujours le temps, on va dire. J'ai toujours mon temps, voilà. J'ai l'impression, encore une fois, je peux me tromper, vous me corrigerez, que ce soit pour Arbre bleu, Fantasme naufragé, que ce soit pour Tala, mais également pour Parole intérieure, il y a comment dire, un fil invisible, une forme de puzzle que vous construisez à travers chaque ouvrage. Un puzzle. Oui.
Ah, c'est curieux. On va dire que... Une thématique récurrente, la thématique de l'exil, de ce dialogue avec les éléments, la mer, la maison reviennent continuellement comme une forme de ritournelle. Oui, d'ailleurs je le dis dans Exil. Et qui suis-je, moi, qui talonne aujourd'hui sur d'autres pavés? Les voix qui me parviennent, singulières, me distinguent vaguement. La foule me perd, me disperse et m'observe. Je crains en silence d'échapper au paradoxe d'une communauté qui me veut authentique. Rebelle, je recule. Ici, mes pas s'engourdissent, ma voix se mue, mes ailes se languissent. Je n'irai pas plus loin. En tout cas, je vous invite à aller plus loin en découvrant les univers et de Yamile Robalou et de Saleha Mekedez. Ça s'appelle Voix intérieure, dialogue entre deux femmes dans leurs doutes, dans leurs questionnements, dans leurs souffrances, dans leurs blessures et dans leurs fêlures. C'est aux éditions ANEP, en vente chez les bons libraires. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Zubeida Mamria. Je vous voyais toute oui et un regard qui brillait presque à l'écoute de la poésie de Saleha Mekedez. J'aime beaucoup. Oui, bien avant le début de l'enregistrement de l'émission, vous feuilletiez et nous discutions des univers et de l'une et de l'autre. On parle très souvent de votre approche littéraire, mais très rarement de votre approche poétique, alors qu'on la retrouve, par exemple, je le disais, dans Kaléidoscope. Oui, dans mes livres, j'intègre justement la poésie des autres. Oui. Je n'ai pas la prétention d'être poète comme madame, mais ni comme Guébalou. Par contre, je suis très à l'écoute de tous les poètes. C'est une parole extraordinaire qui m'apporte un plus, qui me donne justement une certaine voix et une certaine vision des choses et du monde. Et de la vie, évidemment. Même si beaucoup de maisons d'édition aujourd'hui sont assez frileuses quant à l'édition de la poésie, que ce soit chez nous, mais également hors de nos frontières. Hein. C'est pas spécifique à l'Algérie. Hein. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Parce que parole intérieure doit être lue par tout le monde. Surtout dans les écoles. Et vous avez évoqué tout à l'heure Assia Djebar, notamment le livre La Soif. Je conseille à toutes les jeunes filles, n'est-ce pas, de lire La Soif. Édité chez Balzac récemment, lors du salon. Et de comprendre justement lors de la 22e édition. Les émois que peut ressentir une jeune fille pour, et prise de liberté, comme une chrysalide, quand elle découvre tout à fait son corps et son rapport au corps. C'est humain, ça, c'est quelque chose d'humain. Et effectivement, Assia Djebar, quand elle avait écrit ce livre, c'est-à-dire c'était tout à fait au début des événements, d'une montée du nationalisme. Et on lui avait reproché, on lui a dit, toi qui écris très bien, pourquoi avoir pris cette distance? Tu t'occupes de toi alors qu'il y a autre chose qui peuvent vraiment intéresser un écrivain pour justement porter... Parce qu'on est dans cette intériorité, justement. Et elle a eu peur, elle a un petit peu désavoué cette œuvre. C'est dommage. Et elle va la mettre de côté pour écrire autre chose, de très très belles choses qu'elle va écrire pour la suite. Moi, par contre, c'est un livre qu'on ne cite pas du tout. C'est les enfants du Nouveau Monde. Ah oui, on en a parlé pas plus tard qu'il y a 2 semaines avec Johara Mhiss, ici, lorsque nous avions consacré l'émission à Assia Djebar. C'est quelque chose. C'est une fresque de personnages de l'époque. Donc elle a écrit l'histoire à sa façon et donc elle a ciblé des personnages qu'on va retrouver un peu partout en Algérie. Dans une Algérie révoltée, justement. Et les enfants du Nouveau Monde, c'est juste le cri d'une révolte vécue par différents personnages. J'adore ce livre. Et que ce soit pour la 23e heure, Voyage au bout du délire, Le revers de la médaille, Fragments d'histoire et brins de croyance, comment dire, l'apaisement n'est jamais présent. Ah ben écoutez, comme madame, nous avons vécu que des guerres. Hein. On ne connaît pas la paix, que voulez-vous? Alors que la littérature pourrait nous l'apporter. On a besoin également de ça. La littérature aussi oui, la littérature peut être aussi... forme de catharsis. D'éveil de conscience. Donc, c'est un devoir de faire ça. Et donc, moi, j'avoue que la paix, pour moi, c'est, entre guillemets, qu'est-ce que la paix? Je me pose encore des questions. Hein, mais on parlait de ces voix de femmes. Vous, c'est les voix de jeunes garçons que vous... Non, mais c'est souvent les garçons qui parlent. Oui, par exemple, oui, parce que j'ai été très, très, très touchée par... Voyage au bout du délire est un grand poème, hein, attention, dédié aux jeunes. Ça commence par un délire. Donc, le délire, je suis... La poésie est une parole déviée.
Une parole qui ne dit pas directement les choses. Ces jeunes qui sont dans la géographie du danger, voilà. qui bravent et donc, exactement. Oui, exactement. Ça fait la géographie du danger. Et donc je ne peux pas raconter cette histoire-là comme un reportage ou bien que... Non, il faut que ce soit une parole complètement disjonctée, une parole poétique portée au paroxysme. Vous savez donner du peso, madame, hein, j'ai lu. Oui, et quelque part, ça porte cette douleur à travers un délire commun. Donc tous les... mais toute votre littérature est traversée par la violence. Ben, écoutez, nous vivons de la violence. Donc je ne peux pas, moi, me contenter d'une littérature plate, tout ça. Il faut que j'éveille les consciences, il faut que je parle de certains... Mais vous parlez souvent de la jeunesse, hein, oui. Même si on parle rarement des littératures jeunesse. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais parler de moi, c'est que je n'intéresse personne. Moi, mon portrait, ma vie, tout ça n'intéresse que moi. Par contre, si je parle des autres, les gens que j'ai côtoyés, qui m'ont apporté des choses et qui m'ont surtout permis de constater certaines choses, je dois leur faire c'est un devoir de mémoire, voilà. Et quelque part, je dénonce, j'annonce, je fais des choses qui vont peut-être donner leur effet, leur impact quelque part. Donc la littérature, ce n'est pas si calme que ça. Il faut que ça dérange, la littérature. Si c'est calme. Deux ouvrages qui vous résument presque, hein. Ces fragments d'histoire et brins de croyance qui vous racontez, enfin que vous dévoilez. C'est un peu moi. Exactement, et puis également Kaléidoscope. Tous les autres, c'est les faits de société, c'est la guerre. C'est la guerre et les années. C'est là où j'ai écrit un long poème dédié à la terre, Algérie. Tout à fait. Donc c'est ma patrie. Je lui devais et il est long, il est lourd. Donc, c'est-à-dire, c'est pas un poème qu'on va lire comme ça, il n'est pas éthéré, c'est pas une parole éthérée. C'est une parole qui prend de la pesanteur, comme l'Algérie, elle a un poids. Et donc, c'est des vers, des longs vers, c'est des strophes assez épaisses, exprès. C'est le poids de l'Algérie. C'est ma patrie, c'est ma vie, c'est mon avenir, c'est tout, l'Algérie. Et donc, elle doit prendre cette consistance. Et c'est un poème que, oui, je l'ai écrit avec l'intention de montrer le poids, la pesanteur, n'est-ce pas, de ce pays qui souffre encore et quelque part je me dois encore d'écrire des choses pour dénoncer cette souffrance. Il y a presque une écriture reportage. Il y a cette approche, donc justement, quand on lit la 23e heure, quand on suit donc justement cette... C'est un mélange. Hein, cette handicapée, rejetée par sa tribu, qui devient, avec les années, je le rappelle encore une fois, un véritable héros sur la ligne Maurice. Hein, si mes souvenirs sont bons aux éditions... Moi, je suis native d'une montagne aussi, comme madame le Chenot, je suis de Soukara, je suis soukarassienne et je le revendique. Ah, on l'a bien remarqué dans pratiquement tous vos livres. Hein. Je suis Mahamriya, donc je suis aussi maraboutique. Et en même temps, dans cette région montagneuse, les gens n'ont pas l'esprit comme les gens qui habitent au bord de l'eau, c'est-à-dire on ne voit pas la vie de la même façon. On n'a pas les mêmes impressions, on n'a pas fatalement. Le relief conditionne la personne et conditionne la parole, c'est clair. Et donc quand j'écris, et j'ai écrit pas mal de choses sur ma région, c'est pour révéler, pour partager avec les autres, des gens peut-être qui vont passer à Soukara, qui ne verront pas certaines choses. Moi, je l'écris pour que les gens le perçoivent, comme je l'ai vécu, c'est-à-dire. Voilà, donc cette région a été traversée par énormément de douleurs. Et Lilou, le petit garçon, c'est un personnage qui est quand même handicapé, qui est un personnage qui ne comprenait pas très bien ce qui se passait autour de lui. Avec toutes mes excuses, c'était un petit peu la configuration du peuple à l'époque. Tout à fait. Les Algériens. Hein, c'est une forme de fresque que vous vouliez... Une fresque, mais c'est ce personnage qui manquait de tout et qui va se révéler un héros. Donc je déconstruis un petit peu, c'est prétentieux de ma part, hein, je déconstruis la notion de Zaïm, un personnage Vous êtes de cette génération qui disait un seul héros, c'est le peuple. Voilà. Et donc ce peuple, je l'ai condensé dans ce personnage qui est donc assez particulier et qui va faire des choses extraordinaires, qui va ouvrir la ligne de feu. Tout à fait. Et c'est de la poésie, là aussi. Et j'ai intégré dans ce livre... Poésie très dure, hein, oui, j'ai intégré dans ce livre la poésie d'Éluard. Et ce n'est pas gratuit. Éluard, quand Paris a été occupé,
il a dit des choses que je ressentais parce que moi, mon pays était occupé. Et donc, lui, il parlait d'une occupation de Paris par les Allemands, et moi, je parlais de l'occupation de l'Algérie, de la France. Et le verbe coïncidait très bien avec les impressions, les émotions et les sensations de mon personnage. Donc, j'ai intégré des passages entiers pour dire, regardez ce qu'il a dit à une époque où son pays était menacé, et aujourd'hui, c'est mon pays qui est menacé, et c'est exactement ce qu'il faut dire. Une forme de passeuse, Tout à fait. Je rappelle encore une fois de cette mémoire tourmentée. Vous l'avez entre autres prouvé à travers un très très beau coffret réalisé par les éditions d'Aliman, où il est question donc justement de restituer toute cette mémoire, plusieurs fois centenaire, de nos contes. Hein. L'imaginaire d'une région. Parce que j'ai pas, là aussi, j'ai circonscrit une aire géographique et je me suis dit, voilà, je vais rassembler le maximum de choses orales, dites oralement par les vieux, les vieilles, mes parents notamment. Moi-même, j'ai emmagasiné pas mal. Et donc, j'ai restitué cette mémoire. Et je pense que d'autres personnes peuvent faire autant dans leur région. Et je vous assure... La sauvegarde d'une mémoire qui se meurt. C'est du patrimoine. C'est du patrimoine. Ouais. C'est du patrimoine immatériel qu'il faut absolument sauvegarder. Donc, c'est le coffret à 3 tomes. Il y a 3 autres tomes qui sont encore en souffrance. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont être publiés. Mais je me suis aperçue aussi que ce que je racontais existait ailleurs. Donc, il y a une forme de ressemblance, de dialogue, une forme de résonance avec des variantes. Les variantes, je destinais ce travail à une recherche pour un doctorat, donc, et après j'ai publié. Ce que j'écrivais, et ce que j'avais remarqué, c'était quelques variantes dues au contexte géographique. Par exemple, les métiers. Ouais, métiers dans une ville, les métiers dans un village ou à la montagne, c'est différent. On parle beaucoup plus de bûcherons. Hein, dans la montagne, et puis on parlera de brodeurs et de savetiers dans les villes. Il y a aussi d'autres variantes du type sur l'agriculture. Il y a des régions où c'est du blé, on ne va pas parler de ça. Dans d'autres régions, c'est peut-être l'olive. Et donc, ce sont les variantes qui vont faire que on parlera de dates au sud, voilà. C'est ça. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. J'ai transcrit plutôt de l'oral à l'écrit un conte qui existe chez moi et qui n'est nulle part. Ça, je peux vous le garantir. Pourquoi? Vous avez toujours sublimé sur Khalas. Hein. C'est pas possible. Elle a écrit tout un livre sur sa région et je comprends. Je la comprends tout à fait. Mais si chacun écrivait, commettait un ouvrage, une nouvelle, un article sur sa région, son village, eh bien aujourd'hui, on n'en serait pas réellement là. Hein. Tout à fait. Cette amnésie ambiante. Tu m'as fait perdre le fil de Non, on revient donc justement à ces contes que vous restituez, à ce fil. Le conte Aïcha bint al-Hattab, c'est tout simplement Psyché d'Apulée. D'accord. Alors, je ne sais pas si l'un a précédé l'autre, mais je vous assure qu'à quelques variantes près, c'est l'histoire de Psyché. Vous avez été pendant de longues années au ministère de la Culture, justement vous vous occupiez du livre, on voulait par la même occasion vous rendre hommage ce soir, n'oubliez pas question-réaction sur cultureclub@1tv.dz. Dans quelle approche est aujourd'hui la jeune génération que vous avez eu à approcher, avec laquelle vous avez très souvent dialogué, lu et orienté, et même pour certains, édité? J'ai participé donc à la lecture d'ouvrages au sein d'une commission de lecture. Il y a énormément de gens qui écrivent et ils écrivent de très belles choses. Moi, je déplore une chose. Il ne faut pas attendre que ce soit l'État qui publie. Mais attendez, arrêtez. Un éditeur est fait pour sélectionner justement des écrivains. Vu le nombre de maisons d'édition que nous avons, ces derniers ont le choix. Mais certains sont des éditeurs, d'autres sont des commerçants, je suis désolée de le dire. Tout à fait. Tout à fait. Alors, qui naissent et qui disparaissent au gré des événements. C'est pas à l'État de publier constamment. Tout le monde attend de la manne Non. On mise sur un écrivain, on s'arrange pour que cet écrivain soit lu par tout le monde. Madame, comme ça se fait ailleurs, et c'est très important que l'État quand même soutienne la campagne. Subventionne, mais ne prend pas en charge totalement. Je suis désolée, il va falloir se détacher. Pourquoi vous croyez que Julliard ou Gallimard ou je ne sais pas attendent que la main de... Mais là, c'est un autre contexte. Là, les gens lisent facilement, même la culture de la lecture. L'État peut organiser
organiser des festivals, justement, de poésie. Madame, ça nous arrive d'animer des cafés littéraires où on se retrouve entre personnes d'un certain âge. Des fois, il y a des enseignants qui passent à côté et ça ne semble pas les intéresser. Moi, je suis confronté... Ça, c'est un problème de communication. Vous permettez? Madame, ce n'est pas un problème de communication, c'est un problème d'intérêt, je vous le dis. C'est par expérience. Les gens. Ça fait. Trouver l'argument pour intéresser les gens. On ne cesse pas de le faire, mais quelque part, il y a une cassure où il y a un mal-être qu'on ne peut pas expliquer, parce que les gens se désintéressent. C'est profond. D'où la nécessité de multiplier ce genre de rencontres et d'initiatives. Si demain, on me dit que Saliham et Mekrez déclament de la poésie quelque part, eh ben, je vous assure que je lâcherai tout, j'irai écouter. Et il y en a beaucoup comme moi. Ça, je vous le garantis. Il y en a qui disent que la poésie, c'est Par exemple, vous faites un café littéraire à Tizi Ouzou. Vous m'avez invité une fois. Je n'ai pas trouvé de moyen de transport. Vous n'assurez pas. C'est difficile pour moi, femme, à mon âge d'aller jusqu'à là-bas. Je ne vous parle pas des contraintes il y a des contraintes matérielles. J'ai subi. Si je me suis d'un soutien réel aujourd'hui à l'action culturelle. Même soutien. Excusez-moi. Pour toi, c'est possible. Le café littéraire fait partie d'un système de diffusion que certainement le ministère est en train de... On n'a pas eu... Les institutions nous ont tourné le dos. Moi, je suis passé par des moments très difficiles. Des interdictions, de la censure qui ne dit pas son nom, alors que je suis un jeune qui œuvre pour que la culture est au rendez-vous au quotidien. On aime bien ce pays parce que... Mais tu as réussi parce que tu es passionné. Voilà. Mais je suis passionné. Mais la passion seule ne suffit pas, vous le savez. Voilà. Mais attendez, tout le monde, lui, en tant que café littéraire, c'est vrai qu'il doit être dans une région enclavée. Même le soutien Madame, même le soutien de certains éditeurs... Pourquoi? Parce qu'il fait partie du système de diffusion. Oui, c'est un acte de résistance qu'il fait depuis de longues années. Et nous voulions, par la même occasion, lui donner, encore une fois, cette visibilité et ce respect pour ses actions quotidiennes. Attendre que l'éditeur, constamment, pour qu'il publie un livre de poésie, il faut lui donner... Non, ça c'est une politique d'assistanat et de handicap. On a été au-delà de cela depuis de longues années aujourd'hui. Madame, c'est la même chose. Si on dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de film. Non, arrêtez. Vous le permettez, une fois, tellement que ça me travaille, j'ai essayé d'entamer un travail, le rapport des Algériens au livre. Eh bien, beaucoup de gens me regarder comme ça, c'est comme si je parle des éditeurs, de grands écrivains, et il y a un certain mépris, parce que je m'interroge. Souvent, c'est une problématique récurrente. On sent que les gens se désintéressent. D'ailleurs, j'ai paraphrasé une fois quelqu'un qui a dit, on l'a questionné sur l'un des ouvrages de Mouloud Feraoun, et un étudiant qui n'a pas su répondre. Donc, on le sent au quotidien. C'est souvent malheureusement des universitaires qui ne connaissent malheureusement pas donc leur histoire littéraire. Oui. Le ravage a été donc porté, véhiculé par la rupture, on va le dire, c'est justement les langues, c'est un problème de langue. Le paysage linguistique algérien est tel, il est très diversifié. Et le mal est profond, vous savez aussi. Et il se trouve que toute la littérature a été portée par la langue française pendant longtemps, surtout entre 1930, donc avec Amrouche, Jean Amrouche qui va écrire donc, sa poésie, jusqu'à l'indépendance, a été véhiculée par la langue française. Et puis, tac, une rupture. Aujourd'hui, l'écrivain qui écrit en langue française, il est kamikaze pratiquement. Oui. Il le fait, moi je l'ai fait, mais j'écris parce que j'ai envie d'écrire. Il y a quand même une production, il leur donne de la visibilité, qu'elle soit arabophone, francophone, mais également germanophone. Oui, il va falloir, il me semble qu'aujourd'hui, pour sauver la littérature, sauver donc un patrimoine littéraire, il va falloir passer à la traduction. Non mais attendez, on fera certainement des émissions là-dessus. J'ai rencontré il y a seulement quelques semaines, lors du salon, non seulement lors du salon international du livre, mais d'autres salons également, beaucoup d'éditeurs me disaient, monsieur, pourquoi vous n'invitez pas des auteurs justement d'expression arabophone? Je disais, en premier lieu, Canal Algérie et la vitrine de l'Algérie pour l'Occident. Donc nous parlons nous parlons plusieurs langues. Très bien, mais sauf que la production livresque arabophone, plus arabophone que berbérophone, est quand même très importante et qui n'a malheureusement pas de visibilité. Absolument. Parce que, mais il faut également rendre hommage à tous ces auteurs qui produisent au quotidien et qui malheureusement n'ont pas aujourd'hui de visibilité. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est pour ça que je voulais... Il y a de très belles choses qui s'écrivent. Tout à fait, exactement ça.
l'écueil de langue ne doit pas se poser. C'est un enrichissement au contraire. Oui. Mais il suffit de... Ça doit être un enrichissement au lieu que ce soit un véritable handicap. Moi je rêve à ce qu'il y ait dans chaque village, dans chaque commune, un espace d'échange d'expression. Oui, mais là, moi, dans toutes les langues. C'est à travers la culture et la lecture que beaucoup de choses peuvent changer. C'est une impression. Aussi joue un rôle. Madame, ça nous arrive de faire un café littéraire et là, les gens ne veulent pas quitter les lieux. Les discussions sont interminables. Il y a tellement Parce que nous sommes avides donc, justement, de ces rencontres-là. Ils ne viennent pas, mais dès qu'ils y sont, ils ne veulent pas sortir. Ouais. Maintenant, moi, je sens que c'est une expérience personnelle. Maintenant, ça fait presque 10 ans que Parce qu'ils découvrent aussi. Je me lis sur le terrain, j'essaie de comprendre la donne. J'ai compris que moi, je n'ai jamais été découragé, malgré les problèmes, malgré qu'on a essayé de me créer des problèmes. Mais je l'ai dit, moi, à la différence, j'ai de l'audace. Je parle d'un certain nombre de personnes, c'est des références pour moi, comme Hadj Albal, comme grand sociologue, comme Johar Mhiss, comme Karima Baranis, qui vous apprennent à se battre au quotidien. Moi, ce qui m'arrive, c'est l'effet contraire qui se produit. À chaque fois que je suis en face des problèmes, je rebondis. Voilà, parce que je me dis, je n'ai pas le droit de m'arrêter. Je prends les coups comme étant des choses tout à fait naturelles. Il y a quand même des soutiens lors de l'organisation. Mais bien sûr, soit la télévision, la radio, également certains mécènes qui portent aujourd'hui. C'est pas de la démagogie que je provoque, qui portent réellement un projet de société ouvert, culturel. Je le note très bien. D'ailleurs, je n'aime plus parler de ce qui s'est passé. J'ai tourné la page. Je rends hommage à la presse écrite, à Canal Algérie, aux chaînes de radio. Sans elle, sans tout ce beau monde-là, on aurait quand même... Oui, mais la preuve aujourd'hui, vous êtes une quadruple actualité. La réalisation de ce film qui va participer à un festival international de langue amazigh au Maroc, les actes du café littéraire, la revue Montagnard, la revue Montagnard, et bien sûr... Il y a du chemin, c'est ce que je disais. Si vous êtes aujourd'hui sur ce même plateau, c'est pour parler de toutes ces expériences qui durent et qui continuent pour notre plus grand plaisir. Absolument, Karim. Vous savez, j'ai hérité quand même une chose de ma mère. D'ailleurs, en parlant du film, il est dédié à ma mère, qui est ma grande école, et à toutes les femmes, les anonymes qui se battent, et celles-mêmes qui veulent vivre le quotidien le plus normalement du monde. La dernière fois, on a été avec l'association Zine Bledi, que je salue au passage. C'est une association nationale de femmes qui essaie de faire un travail de fond sur le tourisme, pour encourager le tourisme solidaire. Et là, on était sur les traces de la Fatma Soumer. Arrivé au village Soumer, on a trouvé une vieille. Parce que lorsque vous parlez tout à l'heure, j'étais en admiration. Il y a une femme qui m'a fait vibrer. J'ai même versé des larmes. Alors, c'est une femme, on a tué son fils, son mari. Alors, la seule arme... non, c'est la guerre. Ouais. Alors, la seule arme qu'elle avait, c'était la poésie. Et on sent avec l'expression, avec les mots, avec la force du verbe que... Donc, moi, je me dis, je n'ai pas le droit d'être fatigué. Bien sûr, en parlant des personnes qui nous ont soutenus, je parle récemment, dernièrement, c'est un privé, c'est un restaurateur, M. Toufer Bouzouza, qui nous a offert son espace. Alors que les institutions nous ont tourné le dos. Mais allez, c'est pas méchant. Mais nos responsables doivent comprendre une chose. On n'est pas dans la subversion. Mais attendez, mais en quoi aujourd'hui toutes vos actions dérangent-elles, Malek Amerouche? Je ne sais pas. On pose réellement la question. Vous êtes dans le dialogue d'ouverture, la confrontation d'idées, donc justement l'enrichissement. Absolument. D'où cette incompréhension. Mais j'ai vite pris du recul. Même je note une chose qui m'a touché. Là, non, il y a certaines personnes, au moins, ne se sont même pas manifestées par un SMS. Bon, c'est pas le plus important, je pense. J'aimerais revenir, si vous le permettez, sur ce film documentaire entièrement consacré à cette grande curieuse. Moi, je t'ai toujours appelé la jeune fille du savoir. Qu'on salue, d'ailleurs. Exactement. Je suis sûre qu'elle va nous voir. Johar Mhiss, qui était avec nous pas plus tard que la semaine dernière, en rendant hommage, justement, à Assia Jebbar. En quoi son parcours, en quoi ses écrits vous ont-ils parlé pour en faire aujourd'hui un documentaire qui participe
participe au 11e Festival international, je le rappelle encore une fois, à Agadir. Je parle d'un geste simple. Lorsque j'ai commencé le café littéraire, je l'ai dit plusieurs fois, le 5 mars 2011, j'étais en trouille. J'avais invité notre ami Youssef Merrahi, grand poète devant l'Éternel, Voilà. habité par Oran. Je me souviens, il y avait la présence de Madame Lila Absam qui m'a soutenu. Alors, on parlait de l'écriture. À la fin de la rencontre, Madame Mhis s'est amenée, elle m'a offert son livre dédicacé. J'étais complètement... Ça m'a vraiment ému. Après, quelques temps après, je l'ai invitée et je commençais à la connaître. Donc c'est une femme d'une grande générosité. Je pense qu'elle a consacré l'éclair de sa vie, 65 ans de sa vie au savoir. À la transmission du savoir. Elle est intergénérationnelle. Et puis elle a le souci de la jeunesse. Elle disait dans l'interview, j'ai jamais stigmatisé, je suis pas le genre de type qui peut insulter, qui peut culpabiliser, qui peut blâmer un enfant. D'ailleurs, elle a expliqué. Le jour où elle a été amenée par une fille, parce qu'elle a giflé une fille, parce qu'elle était très insolente, elle s'est rendue à l'évidence que sa place n'était plus à l'enseignement. Donc, vous voyez quelle conscience elle a. Et puis on la voit, c'est une grande militante de toutes les causes. Tout à fait. À 80 celle de la culture. C'est une mémoire. C'est une mémoire, donc elle ne cesse pas de produire. Elle nous a fait connaître un pan de notre patrimoine littéraire. Ben Hadouga, Mamri, Feraoun, Malkouari, France Fanon, France Fanon. Comment ne pas l'admirer? Et puis, pour moi, ça me fait rappeler, parce que elle a dit une phrase essentielle. Lorsqu'elle avait affaire à son père, il lui a dit « Tu peux aller à l'école, mais fais gaffe ». La remarque qui a été faite par son père, donc ça s'est répercuté même sur sa façon de marcher. Pour faire attention, parce qu'il y avait les mauvaises langues. Oui. Et puis avoir le courage. Mais elle le cite dans un ouvrage qui s'appelle le chant de la citelle. Justement, Karim, elle se raconte donc justement Karim, dans tout cela. C'est ce qui a changé les choses en moi lorsque j'ai lu le chant de la citelle. J'ai compris la profondeur de cette personnalité. Une forme de redécouverte. Et j'ai compris aussi le combat que mènent beaucoup de femmes dans une société qui a ses travers, donc qui pardonne pas. Elle, c'est un modèle de réussite. Quel a été le regard, donc justement, les critiques des autres lorsque vous avez eu à projeter à plusieurs reprises une femme d'exception? Il y avait de l'émotion. Il y avait une approche très humaine. Très humaine, parce qu'on a essayé d'ailleurs, y compris Mme Amria, je l'ai sollicité pour un témoignage. J'ai écrit que je n'ai pas donné. Alors donc, il a été bien reçu. Bon, pour moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était pas, pour moi, c'était un coup de cœur, parce que c'est une femme aussi qui lutte contre l'oubli. Je me suis dit, moi, j'étais interpellé. Je me suis dit, voilà. D'ailleurs, je me souviens lorsque j'ai décidé de lui consacrer un hommage et un film. La première à laquelle je me suis adressé, c'est ma mère, Allah yarhamaha. Donc, voilà. J'étais complètement dans un état d'émotion second. Donc, après, je me suis adressé à Nazira, voilà, je compte faire ça. Ben, ça s'est fait dans des conditions peut-être difficiles. Et là, je profite aussi de l'occasion pour remercier le producteur qui en a cru, même si on a eu quand même des difficultés. Il y a aussi M. Oultalb Mohamed. Il y avait aussi un regard de critique de M. Hassan Haj. Chaque fois que je le vois, Karim, je pleure. Honnêtement. C'est pas parce que... Qu'est-ce qui provoque cela? Cela parce que... Bon, il y a l'arrière-plan de ma mère et je me sens un peu... Et puis j'ai pris conscience du long combat de la femme. Des femmes qui sont malmenées, qui sont... Moi, je vois des visages terrorisés par la société. Donc, vous savez, moi, si je vous ai réunis ce soir, c'est parce que chacun de vous, chacun dans son approche, sa réalisation est dans
dans cette réflexion de la transmission, que ce soit Saliha Mekrez, que ce soit Zubayda Amriya, mais également vous avez toujours travaillé dans cette réflexion de lutte contre l'oubli, de lutte contre l'amnésie, malheureusement aujourd'hui. D'ailleurs, dans Kaléidoscope, je parle de la première femme martyre qui a été sérieusement oubliée. Oui. Mais heureusement que j'en ai parlé, j'ai écrit donc la nouvelle, j'ai fait un scénario de film. Les femmes ont été oubliées dans l'écriture de la mémoire révolutionnaire. Et donc la NEP a réagi et a donc pris le nom de Cheikh Zahir pour baptiser sa librairie. C'est la librairie. Donc, Karim, on se dit qu'on est des gens qui aiment ce pays parce que il n'y a que l'action, il faut être positif. Mais qui a dit le contraire? Toutes vos actions, aujourd'hui, cet amour et cette... Oui, moi je me dis peut-être je peux être un modèle sans être dans la fausse modestie. Mais un vrai moteur. Parce que je crois à l'importance d'affronter les choses, parce que c'est une conjoncture difficile. Les gens sont Mais il faut des gens comme vous pour mener les locomotives. Absolument, on le fait avec un révolutionnaire culturel. Oui. Mais à côté, on a trouvé il y a certains messages qui me parviennent, le soutien de la presse. Moi, je positive tout. Après, je me dis, si on attire l'attention de nos responsables, c'est parce que la culture, c'est nécessaire qu'elle soit prise en considération. Et si on les critique, c'est pas parce que... on les interpelle. On les interpelle parce qu'on se reconnaît en eux. C'est une cause commune. Et nous l'apportons chaque dimanche soir, 10 ans de lutte quotidienne, culturelle, que ce soit à travers le café littéraire et philosophique, à travers la réalisation de films documentaires, à travers, entre autres, le festival Raconta, Montagnard, si tu permets que je place deux mots. Très rapidement, parce qu'il nous reste moins de 2 minutes avant. C'est un festival qui est dédié au développement économique et durable. Sur le devenir ça parlera du devenir de la montagne, ça on le sait, mais maintenant il y a une revue de réflexion qu'on compte initier pour qu'il y ait de la réflexion. Elle sera quand même transmise, c'est des actes qui vont être édités, même si on ne prend pas en considération maintenant, ça reste des choses, ça reste un travail fourni. D'ailleurs, je salue au passage M. Bsaha, c'est un designer, c'est un artiste qui m'a aidé à concevoir ce projet. Il y a aussi l'édition des actes du café littéraire pour que ça reste à la postérité. Tout ce qui a été fait, on le rassemble. C'est ça le but, voilà. Mais à côté... On est de passage, il faut qu'on laisse une trace. Absolument. Si vous le permettez que j'annonce quelques dates. Très rapidement, s'il vous plaît. Donc, le 14 avril, on accueillera l'association ASPPA, donc, qui édite la revue Ecosim. Quant au 21 avril, ce sera autour de Youssouf Tounsi, Erania à Ouadan. Ils vont parler de la littérature et la mémoire. Et je termine par l'organisation de la 4e édition du Printemps du Livre. Qu'on croit les choses, ça marche. Très bien. Merci, et nos portes vous resteront toujours ouvertes, je vous le dis, et je ne vous répéterai jamais assez. Mais je dis, à chaque fois qu'on se rencontre dans un plateau, ça donne... d'émulation. De l'émotion. Absolument. Voilà, Parole intérieure, c'est une thématique, c'est un ouvrage, je le disais, le titre juste d'un ouvrage qui a provoqué la rencontre de ce soir à travers les univers, tourmentés, mais parfois sereins, mais une parole libre et libérée, celle de 2 poétesses, je le rappelle encore une fois, Saliha et Yamile Robalou. Donc c'est aux éditions ANEP. Quand vous écrivez à la page 38, Saliha Mekrez, une plume s'est assoupie et toute l'encre s'est répandue. Au crépuscule de sa vie, demeurer nulle part dans la maison de mon père. Encore une fois, un clin d'œil à une véritable référence à Assia Djebar. Un grand merci. J'espère vous recevoir très bientôt pour d'autres aventures. Merci à vous, Zubayda Amriya. Toujours un ouvrage sur le feu d'après ce que j'ai entendu dire. Il y a un gros morceau. Sur c'est une saga familiale, des gens que j'ai connus, et donc c'est une fiction quand même. Hein. Pas loin de votre région, j'imagine. Écoute, ce que je connais le plus... C'est étonnant. Non, c'est parce que je connais certaines choses qui sont liées au terroir là-bas. Donc,
Il y a aussi un deuxième ouvrage qui est très très important, il me prend beaucoup de temps, il est en train de me crever littéralement. C'est aussi quelque à venir nous retrouver. Je vous rendrai hommage également. Très bien, merci beaucoup encore une fois de cette rencontre qui tourne autour. J'espère qu'il y avait un petit peu de passion, mais... Merci à toi, Karim. C'est un bon moteur de passion. En vente libre chez les bons libraires, c'est aux éditions ANAP, je le rappelle, encore une fois, qui a conditionné cette émission. Sachez que vous pouvez revoir cette émission sur la chaîne YouTube Canal Algérie 24 h sur 24, mais également 7 jours sur 7. Vos critiques, vos remarques, vos orientations, également sur la page Facebook de l'émission de Canal Algérie. Gardons contact, je le rappelle encore une fois, sur cultureclub@20tv.dz. Alors, si vous avez manqué cette émission, et si nous vous manquons, allez savoir, elle sera rediffusée le vendredi matin autour de 10 h 55. Que la nuit vienne reposer nos esprits, apaiser nos esprits, parfois si tourmentés.